du campus social également. Démarrage imminent du BRT, le programme d'inauguration lancé cet après-midi sur fond d'inquiétude des taximans à Petersen. Et puis nous irons au siège du Conseil constitutionnel quelques heures après la clôture des dépôts des candidatures. Une trentaine de mandataires encore sur place pour parfaire les formalités. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Un militaire a sauté hier sur une mine dans le nord Xinjiang. Il est grièvement blessé. Il a été évacué sur Ziguinchor. Selon nos sources, nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. L'affaire Ndella Madior Diouf pourrait atterrir en instruction, selon son avocat que nous avons joint au téléphone. Maître Aboubakri Baro révèle que le procureur va confier le dossier à un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire. La propriétaire de la pouponnière Keur Yërmandé est retournée à la cave du palais de justice ce matin. Ndella Madior Diouf est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui et exploitation d'une pouponnière sans autorisation, entre autres chefs d'inculpation. Elle a été arrêtée en même temps que 10 autres personnes. Restons sur cette affaire. Les tout petits nous en parlent. Un mot revient, plus jamais ça. Mohamed Ali Mouba a accroché quelques élèves de l'école Sidi Ndiaye en marge d'une visite pédagogique à la RFM. Voici son reportage. Un à un, les enfants montent l'escalier de l'immeuble qui abrite les locaux de la RFM. Les yeux pétillent à l'idée de découvrir nos studios. Un petit tour à la diffusion, nous en profitons pour glisser une question d'actualité. L'affaire Ndella Madior Diouf. Non, je trouve ça triste pour les enfants. Et je pense qu'il faut créer plusieurs orphelinats pour les enfants que Ndella Madior a pris. Elle faisait de la maltraitance aux enfants. Elle ne les traitait pas bien et ils ne le méritaient pas. Nous restons avec Khadija. La petite est en classe de CM2 à l'école Sidi Ndiaye de Saint-Louis. Elle fait partie des visiteurs, sidérée par ce qu'elle a entendu jusque-là. J'ai été vraiment triste parce que les enfants sont une bénédiction. On doit bien les traiter. Ndella Madior Diouf, la patronne de Keur Yërmandé, est poursuivie pour mise en danger de la vie d'autrui, exercice illégal de la médecine, exploitation de pouponnières sans autorisation et traite de personnes. Pour Badara Diop, un des encadreurs des élèves, cette affaire doit ouvrir les yeux aux parents. Peur de donner nos enfants à n'importe qui, parce qu'on ne sait pas qui est réglementé, qui n'est pas réglementé. Madame Fatignan, assistante pédagogique à la dite école, interpelle, elle, l'État du Sénégal. Dans un pouponnier où il y a, est-ce que Ndella Madior avait un pédiatre? Parce que dans un pouponnier, il faut avoir un pédiatre qui s'occupe tous les jours des enfants. C'est pas facile de gérer des enfants. Si l'enfant a une fièvre, comment Ndella Madior peut gérer ça? Alors qu'elle n'est pas un pédiatre. Elle n'est pas spécialiste. Elle n'est pas spécialiste. Et puis vient le moment de rentrer. Les enfants, des étoiles dans les yeux, la magie de la radio en période de vacances. Loin du tumulte de l'actualité quotidienne, l'innocence signe son retour. Et bien sûr, nous rappelons que l'affaire est pendante devant la justice et que Ndella Madior Diouf est actuellement dans la cave du palais de justice de Dakar dans l'attente donc de son déferrement au niveau du procureur de la République. Maison d'arrêt et de correction de Mbour, les détenus refusent de s'alimenter depuis hier. Ils demandent à être jugés. Le procureur du tribunal de grande instance de Mbour s'est déplacé sur les lieux pour les rassurer, mais malgré tout, les détenus poursuivent leur diète, une grève qui intervient une semaine après la conférence annuelle des parquetiers sous la présidence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Aïssata Tall Sall, sur la question des longues détentions préventives. Allons à Keur Massar. Ibrahim Sey, le secrétaire général de Magui Pastef, est finalement décédé suite à une agression, une insécurité au quartier Darussalam Extension qui plonge les populations dans l'inquiétude. Ce quartier, situé non loin de la décharge de Mbebes, souffre d'un manque d'éclairage public. Reportage Aminata Ba. À Darussalam Extension, c'est le calme plat dans ce quartier où le secrétaire général de Magui Pastef de Keur Massar Nord a été agressé. Ibrahim Sey a finalement rendu l'âme ce mardi et sa famille est inconsolable.
Dame Ndiaye, résident du quartier, témoigne. J'ai retrouvé Ibrahima Sey sur son lit d'hôpital. Il m'a dit qu'il ne reconnaissait pas les gens qui l'ont agressé, mais il a précisé que l'un des agresseurs était en cagoule. Je peux vous jurer qu'il avait de graves blessures. Cette énième agression à Darussalam, extension de Keur Massar Nord, plonge encore les habitants dans l'angoisse. Fallou Sène est le délégué du quartier. C'est vraiment dur d'être agressé. Ça fait mal et nous partageons tous ce même sentiment. Le renforcement de la sécurité en passant d'abord par l'installation des poteaux électriques, une revendication du délégué du quartier. Nous souhaitons vraiment que les autorités renforcent la sécurité dans cette zone. Il y a beaucoup d'insécurité. L'éclairage public fait défaut. La gendarmerie de Keur Massar, qui gère ce dossier, poursuit l'enquête. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. RFM, la radio de toute l'actualité. Les avocats de l'État ont déposé hier un pourvoi en cassation dans l'affaire de la réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Cela fait suite à la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar qui a ordonné la réintégration du leader du parti dissous PASTEF sur les listes électorales. Selon un juriste, la Cour suprême peut bien statuer sur ce dossier d'ici un mois et la décision peut avoir une incidence sur la candidature de Ousmane Sonko. Écoutons El Amat Cham, interrogé par El Hadj Ndiogou. La partie qui demande le recours, c'est cette partie-là qui doit en premier produire ses mémoires synthétiques. Après, on va communiquer à la partie adverse que le code électoral confère 8 jours vraiment pour produire ses mémoires en défense. Parce que si le dossier est en état, le greffier de l'instance de Dakar qui avait la décision querellée va transférer le dossier au niveau de la chambre administrative, la chambre qui avait renvoyé le dossier, c'est la chambre administrative. Maintenant, c'est la chambre administrative maintenant qui va fixer l'audience, c'est-à-dire inscrire l'affaire au rôle, c'est-à-dire pour fixer une date à laquelle l'affaire sera jugée. Il n'y a pas de délai parce que dès que l'affaire sera transmise par le greffier de l'instance au niveau de la Cour suprême, le greffier automatiquement va prendre, parce qu'il y a à la Cour suprême, il y a des dates pour certaines audiences. Peut-être à leur prochaine audience, l'audience la plus proche, peut-être ils vont l'inscrire au rôle. On sait que l'avenir de Ousmane Sonko se joue en grande partie avec cette affaire. Alors, quelle incidence une décision de la Cour suprême peut-elle avoir sur la candidature d'Ousmane Sonko? Je pense que pour une harmonie vraiment des décisions législatives par constitution, parce que tout se joue maintenant entre la Cour suprême et le Conseil constitutionnel, alors que la décision du Conseil constitutionnel serait à mon avis tributaire de la décision qui serait issue de la Cour suprême. Parce que la Cour suprême doit d'abord répondre est-ce que Ousmane Sonko fera partie de la liste des candidats, de la liste des électeurs ou pas. Parce que si le Conseil constitutionnel rend une décision disant que M. Ousmane Sonko, à l'État, il prend une décision disant que M. Ousmane Sonko, au regard de son dossier, il ne peut pas être candidat parce que pour être candidat, conformément à l'article L57 du Code électoral, il faut être électeur. Et jusqu'à présent, on ne sait pas si Ousmane Sonko pourra être électeur ou pas, parce qu'il n'est pas jusqu'à présent réintégré dans la liste, sur la liste électorale. Mais il y a une question de droit préalable que le Conseil constitutionnel, je pense que la Cour suprême, en pareille circonstance, doit accepter sur l'affaire pour édifier si Ousmane Sonko est bien et bien dans la course ou pas. En tout cas, la période de dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel a expiré la nuit dernière à minuit. Mais 12 heures après le deadline, le Conseil constitutionnel est toujours occupé par de nombreux mandataires de candidats qui s'affairent à parfaire les formalités de dépôt sur place. Notre reporter Koumba Sanyan Faye. Ils sont nombreux, les mandataires de candidats à la prochaine présidentielle à avoir passé cette nuit du 26 au 27 décembre ici dans les locaux du Conseil constitutionnel. C'est parce qu'ils ont attendu le dernier jour de dépôt de dossier de candidature pour venir accomplir cette étape cruciale du scrutin du 25 février prochain. Hier, mardi 26 décembre, à l'heure d'expiration du délai de dépôt, c'est-à-dire minuit, on parle de plus d'une soixantaine de candidatures déposées ici chez les 7 sages
Au moment où je vous parle, des sources nous signalent la présence de 28 mandataires qui seraient à l'intérieur dans l'attente de réception de leur dossier de candidature. Donc le processus repris à 9h se poursuit à l'intérieur. Après cette étape, il y aura le tirage au sort pour vérification de candidature sur fond de parrainage qui se fera le 28 décembre. Pour éviter les doublons qui pourraient être à l'origine de la non-participation de plusieurs candidats. Donc c'est demain que l'on saura les candidatures recevables ou non. Donc pour ceux qui sont à l'intérieur, on nous signale des mandataires comme celui de Anta Babacar Ngom, Mamadou Yatassaye, Ibrahima Sissoko, entre autres. Donc plusieurs mandataires sont jusqu'à présent à l'intérieur et nous attendons. Tout autre chose maintenant, à 12h12, la faculté des lettres et des sciences humaines va rouvrir ses portes au mois de janvier avec des cours en présentiel. Une décision qui était très attendue par les étudiants. L'amicale des étudiants de la dite faculté a participé à l'Assemblée et elle s'inquiète des conséquences de cette reprise sans la réouverture du campus social. Toutefois, elle garde espoir. Alakan est le président de l'amicale de la faculté des lettres et des sciences humaines. Il est au micro de Mamadoussi. C'est une décision qui a été prise en assemblée de faculté et que nous étudiants, en ce qui nous concerne, nous sommes venus et dans toutes les instances, partout où nous avons eu l'occasion, nous avons défendu pour que les cours puissent reprendre en présentiel et que l'université soit ouverte pour que les étudiants puissent continuer. Nous avons posé aussi toutes les inquiétudes par rapport à cette reprise parce que c'est une reprise qui ne concerne pas aussi le campus social. Donc, mais c'est aussi une instance qui ne décide pas du campus social parce que l'assemblée de faculté ne concerne que ce qui se passe au niveau de la faculté. Et donc le campus social est une instance différente qui est le conseil d'administration prend des décisions pour la bonne marche du campus social. Maintenant, ils sont dans les démarches d'après leur dire. Venons-en maintenant aux ex-travailleurs des agences dissoutes, le FNPJ, la Neige, l'ANAMA, entre autres, qui reviennent à la charge et réclament plus de 3 milliards de francs CFA à l'État. 10 ans après leur dossier est toujours à la traîne. Ces ex-agents ont encore rencontré la presse pour alerter. Salamata Ousmane Diallo. Ils sont au nombre de 227 agents qui ont travaillé dans les structures du FNPJ, la Neige, la GEP et l'ANAMA. 10 ans presque après la dissolution de ces entreprises, ces ex-travailleurs courent encore derrière leur dû. Abdoulaye Sis, le coordonnateur du collectif. C'était l'engagement de l'État du Sénégal à recruter certains agents dans la fonction publique et à financer 3 projets. L'État du Sénégal n'a recruté aucun agent dans la fonction publique. Alors, l'affaire a fait 10 ans. On a donc dit, voilà 10 ans que ça traîne. Maintenant, on ne veut plus de recrutement au niveau de la fonction publique. On veut une compense. En retour, donnez-nous de l'argent. Et l'enveloppe qui a été proposée, c'est une enveloppe de 3,6 milliards. Étant dans des situations difficiles, disent-ils, ces derniers reconnaissent les efforts consentis par le ministre Moustapha Ba. Ils demandent tout simplement le traitement de ce dossier. La majorité, je veux dire 98% des agents n'ont pas de travail. C'est vraiment difficile. Le ministre des Finances s'est prononcé là-dessus en commission et en plénière aussi. Et il a été simplement dit que lui, ministre des Finances, qui s'occupait du dossier du temps où il était directeur du budget, donc il connaît parfaitement le dossier. Une rencontre tenue en présence de l'honorable député Moussa Diakhaté, ce dernier informe que le dossier est déjà présenté à l'Assemblée nationale et qu'il fera de son mieux pour qu'il soit diligenté dans les meilleurs délais. Je ne fais jamais de promesses, mais je m'emploierai de toutes mes forces pour sensibiliser les autorités pour qu'on acte le dossier. C'est dans ce sens-là que je suis venu répondre, pour leur faire comprendre que oui, le dossier, nous le portons et Inch'Allah, nous irons jusqu'au bout pour la satisfaction de cette doléance. Pour la énième fois, les ex-travailleurs des agences dissoutes depuis 2014 par l'État du Sénégal réclament la somme de 3,6 milliards tout en espérant que cette fois-ci, le problème soit résolu. Salamata Ousmane Diallo, Pikine, Radio Futur Média. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Le bus rapide de transit sera inauguré le 14 janvier prochain par le président de la République. Mais le programme d'inauguration démarre aujourd'hui avec l'activation de BRT en Seine par le Premier ministre Amadou Ba cet après-midi. Le chef du gouvernement va visiter la station BRT Pape Gueye Fall Petersen et la station Liberté 1. Il procédera ensuite à l'inauguration de l'autopont BRT de Liberté 6 et celui de Casby
Amadouba s'adressera à la presse avant de lancer officiellement le programme d'inauguration du BRT. À quelques heures de cet événement sur le terrain, les ouvriers s'activent encore pour les derniers réglages. Vous allez le voir, ils sont sous pression et certains pensent même que les travaux vont se poursuivre après le lancement. Boubacar Dieng a fait un tour à la gare Pape Gueye Fall de Petersen. Voici son reportage. Dans cette gare Pape Gueye Fall, ici à Petersen, les ouvriers sont dans les travaux de finition. Des guichets de contrôle des tickets sont pour le moment fonctionnels. Ici, l'on travaille sous haute pression, renseigne Omar Ndiaye, l'un des responsables trouvés sur le chantier. À ce moment, on travaille avec beaucoup de pression en ce moment. Parce que les Chinois, ils veulent bien que leur travail soit reconnu. Même hier, on est descendu à 22h même. Donc c'est trop difficile en ce moment. Ça accélère, mais des incertitudes persistent. D'ici demain, je ne pense pas. Parce que même si demain on inaugure, après on va continuer le travail. Parce que ce qui reste là, c'est ça qui est difficile. En ce moment, la finition, c'est ça qui est difficile. En ce moment, nous sommes sur ça. De l'autre côté, les techniciens de surface s'activent aussi, balais et pelles à la main. Ils nettoient la piste avant de déposer les ordures dans des camions-bennes garés juste à côté, la Bangom. Depuis presque une semaine, nous travaillons matin et soir sur tout le tracé du BRT pour que tout soit propre. Le plus dur a été déjà fait. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a réceptionné récemment 121 bus électriques qui doivent constituer la flotte du BRT. La phase d'exploitation est prévue ce 14 janvier 2024. Le BRT et les taximens, ces professionnels du transport qui craignent pour leurs activités. Si certains évoquent une baisse de leur chiffre d'affaires, d'autres sont angoissés par les embouteillages avec l'étroitesse des routes dédié à la circulation des autres moyens de transport. Fama John. Modi est conducteur de taxi. Depuis 2012, il quitte très tôt la banlieue de Dakar à la recherche de clients. Avec l'exploitation du BRT prévue mi-janvier, Modi ne prévoit pas de lendemain meilleur pour ses collègues taximans. Et lui. Le client du taxi reste toujours client du taxi, mais les autres clients vont profiter pour aller là-bas. Comme tout le temps ils disent, il y a embouteillage, si la BRT arrive, vont aller plus vite. La Manmar est coincée dans les embouteillages à hauteur de Saprolé à cause de la déviation imposée justement par le BRT. Nous nous engouffrons dans son taxi. Pour lui, si le BRT règle une partie du problème de la mobilité urbaine, il va en créer d'autres. Avec l'arrivée des tchak-tchak, nous avions tous rué dans les brancards. Quelques mois après, nous nous sommes rendus compte que leur circulation est plutôt une aubaine. C'est que les autorités devraient d'abord voir l'état des routes avant de mettre en place un tel projet. Et comme s'il s'était passé le mot, cet autre taximan abonde dans le même sens, même s'il reste convaincu que les clients du taxi restent les clients du taxi. Les clients qui avaient l'habitude d'emprunter un taxi continueront à le faire, même avec la mise en service du BRT. Maintenant, vous avez remarqué, les routes sont étroites. Nous avons 1001 chances de passer plus de temps dans les embouteillages. Le bus rapide transit va desservir la banlieue, les Parcelles Assainies, Grand Dakar, pour terminer sa course en centre-ville. Si sa mise en circulation est une aubaine pour les voyageurs de ces zones, les taximans craignent un ralentissement de leur activité. Voilà pour le BRT. En Guinéen, les habitants de 11 villages se sont retrouvés à Agabiran pour tenir un sit-in. Ils réclament des infrastructures de base, de l'eau et de l'électricité. Ils demandent aussi la construction de la route Nguyen-Sandiara. Ndematidia. L'attente n'a fait que trop durer. Ces habitants de la zone nord de Nguyen semblent désormais au bout de leur patience. Ils ont tenu à le manifester à travers un sitting. Leur village manque d'eau et d'électricité. Marcel Djegansar est leur porte-parole. Donc par rapport à l'électrification aussi, nous avons constaté que la zone nord de Nguyen a été oubliée. Les réseaux d'adduction d'eau ne sont pas comptés dans tous les hameaux. Et cela, c'est anormal parce qu'on a besoin de l'eau potable. S'il n'y a pas les écoles de base, les écoles de proximité, le taux d'alphabétisation va augmenter impérativement. Mais les parents même, avec les moyens limités, ne pourront pas aussi assurer le déplacement de leurs enfants. Djeman, Balabougou, Foix 1 et 2, Karingmar, Ngolna, Agadimak,
Djolofira, Mbin Madjeng, tous ces villages présents dans cette manifestation sont privés de tout moyen de développement. C'est ce qu'ils fustigent, les femmes semblent les plus touchées. On acte Nguyen Sanjara, on en a parlé depuis longtemps, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Ils menacent les autorités. La population est éveillée maintenant. Si elle se sent oubliée, elle ne va pas s'engager pour voter pour qui que ce soit. Donc, elles sont prêtes pour ne pas voter s'il n'y a rien de ces doléances qui a été exécuté. Ces villageois promettent de redescendre dans les rues jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Des Matidjeng Agabiram, Radio Futur Média. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. En Guinée, l'incendie du dépôt de carburant à Conakry complètement éteint. Une annonce du gouvernement dans un communiqué. L'incendie était jusqu'à présent maîtrisé mais non éteint. Le gouvernement souligne que les opérations de refroidissement de tous les segments de l'installation pétrolière se poursuivent. Toutefois, la zone du sinistre reste fermée au public pour des fins d'investigation. Le nombre de décès est porté à 24, parmi lesquels 11 corps non encore identifiés sur les 454 blessés accueillis dans les structures de soins depuis le sinistre. 31 sont encore hospitalisés et 423 ont regagné leur famille. En Mauritanie, les autorités mènent une campagne de sensibilisation sur le recensement général de la population. Recensement lancé lundi dernier pour une durée de quelques 2 semaines. Mohamed Diop. Le recensement général de la population et de l'habitat en Mauritanie, conformément aux recommandations des Nations Unies, se déroule tous les 10 ans. Piloté par l'Agence nationale de la statistique et de l'analyse démographique et économique, cette opération s'étend sur 16 jours du 25 décembre au 9 janvier. Avec la mobilisation de 5000 agents recenseurs, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'économie et du développement durable, Abdesalem Mohamed Saleh, encourage la population à fournir les données nécessaires. Je demande à tous les habitants, qu'ils soient mauritaniens ou étrangers, de coopérer en répondant de manière spontanée et honnête aux agents de collecte des données. La fourniture d'informations correctes et précises est essentielle pour garantir le bon déroulement du processus de recensement. Les informations recueillies englobent les caractéristiques démographiques et socio-économiques, incluant également celles des étrangers résidant sur le territoire. Ces données serviront à orienter les politiques de lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à suivre les progrès vers la réalisation des objectifs du développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Selon les dernières statistiques officielles, la population mauritanienne est d'environ 4,8 millions d'habitants. Mohamed Diop, RFM, Nouakchott. République démocratique du Congo, tension à Kinshasa sur le site d'une manifestation interdite de l'opposition. Alors qu'un important dispositif de policiers a été déployé, la situation a rapidement dégénéré. Des jets de pierre ont été échangés entre policiers manifestants et les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et de grenades dispersantes. Plusieurs candidats à la présidentielle et des organisations de la société civile avaient appelé à une marche contre ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection dont ils demandent l'annulation. Le ministre de l'Intérieur, lui, avait annoncé que cette marche ne serait pas autorisée pour lui. Elle a pour but de mettre à mal le processus électoral. Au Burkina Faso, le parti Le Faso autrement dénonce l'interpellation d'Ablassé Ouedraogo. C'est dimanche qu'il a été interpellé et conduit vers une destination inconnue. Dans un communiqué, la direction du parti exprime son inquiétude et son indignation et demande la libération sans condition de l'ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé et ancien directeur général adjoint de l'OMC qui avait exprimé des critiques en octobre à l'encontre des autorités de transition. Merci Georges Diop. RFM Sport. L'information sportive avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Football pour commencer, les nombreux cas de blessures dans la tanière sont au cœur des débats. La liste ne fait que s'allonger. La dernière en date, celle de Boulaye Dia, attaquant de Salernitana et de l'équipe nationale du Sénégal, indisponible 4 à 5 semaines. Mais malgré toute cette agitation, certains consultants restent sereins et pensent qu'Aliou Cissé a suffisamment de joueurs pour faire face et convoquer la meilleure liste possible pour aller défendre son titre de champion d'Afrique. Cher Tidiane Diaye.
À la veille de chaque compétition, la moindre blessure de jour est squattée et alimente souvent la polémique chez les supporters. Le Sénégal ne fait pas exception à la règle. Mais notre consultant avance que Aliou Cissé continuera à compter sur eux à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mounir Sonko. Oui, je pense qu'on devrait les amener, que ce soit Seyni Dieng, que ce soit Youssouf Sabaly, Boulaye Dia, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy, surtout les 4 joueurs de champ. Je pense que c'est des joueurs entre guillemets incontournables et c'est les joueurs sur lesquels on peut compter et d'autant plus qu'on peut les récupérer. Parce que pour ces joueurs-là, on connaît tous les diagnostics, c'est entre 3 et 4 semaines au pire des cas, donc pourquoi pas les amener? Ne serait-ce que pour faire le deuxième tour, il mérite d'être là-bas. Attendu ce vendredi, la liste des 27, notre interlocuteur annonce que le sélectionneur fera dans la continuité pour tenter de conserver le titre en Côte d'Ivoire. Connaissant la méthode Cissé, donc il va s'appuyer sur des cadres qui étaient là depuis des années, sur des jeunes aussi qu'on avait l'habitude de voir et aussi sur des joueurs qui sont en forme. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des joueurs quand même, ceux qui on compte beaucoup et qui sont blessés, qui ne sont pas à 100%. Boulaye Dia, Youssouf Sabaly et Nampalys Mendy, qu'ils les amènent avec eux. Jurisprudence Ismaël Sarr. Vendredi prochain, Aliou Cissé fera face à la presse pour dévoiler les noms des joueurs retenus. 27 devront être choisis sur une pré-liste de 55 jours annoncée en début de semaine dernière. Le football Chertigan en Europe avec la suite du Boxing Day, 19e journée. Aujourd'hui, Chelsea joue contre l'équipe de Crystal Palace. Brentford joue contre les Loups de Wolverhampton. Manchester City, champion du monde des clubs fraîchement revenus de cette compétition, joue contre Everton de Gana Gueye. La suite de ce Boxing Day est prévue jeudi, Inch'Allah. Lutte modulo Boyang 2 au centre des Grands Places. Au centre des Grands Places, cette affiche royale très attendue par les amateurs. La couronne en jeu pour le 1er janvier. Les commentaires fusent de partout. Chaque supporter prêche pour la victoire de son lutteur. Suivant ce reportage à Koloban de Papa Ibrahim Ndiaye. Le combat Modou Lô et Boy Niang est très attendu par les amateurs de la lutte. C'est le cas dans certaines rues de Dakar. Les habits sont divers. Modou, un marchand ambulant, des jeans accrochés autour du cou. Pour lui, la victoire de Boy Niang serait une surprise. Ce serait vraiment une surprise de voir Boy Niang battre Modou Lô. Modou Lô, ce n'est pas un lutteur à prendre à la légère. S'il ne prend pas garde, il va le battre. Le roi des arènes est le meilleur, mais si Modou Lô ne prend pas garde, il va le battre. Il est le meilleur parmi pas loin de tous lui, ses son camarade prie pour la victoire de Boy Niang. Je prie vraiment pour la victoire de Boy Niang. J'ai confiance en lui. Il est temps que Modou Lô laisse la couronne à la nouvelle génération. En plus, Modou Lô a terrassé mon lutteur à Amabalde. Il faut que Boy Niang lave l'affront. Baye Ndiaye, d'ailleurs, se dit rassuré des atouts de Modou Lô pour battre Boy Niang. Je suis fan de Modou Lô et on croit bien que Modou Lô va battre Boy Niang parce qu'il a des atouts pour battre Boy Niang. Il a fait ses preuves dans l'arène, parvient à battre Messen et Ama Baldé. Boy Niang ne sera pas le problème pour Modou Lô, quoi. Le combat du 1er janvier 2024 entre ces deux lutteurs promet un fou spectacle à l'arène nationale. Rendez-vous ce 1er janvier à 20h, heure du coup d'envoi de ce combat royal. Merci Malal. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous offre votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Clôture du dépôt des candidatures, la balle dans le camp du Conseil constitutionnel. Les choses sérieuses commencent, soutien à manchette enquête. Sur 261 candidats déclarés, plus d'une soixantaine ont déposé leur candidature au Conseil constitutionnel. Le nombre de candidats chute de 266 à une cinquantaine, relève le témoin. Mais le Soleil qui se fait plus précis note que 79 candidats à la candidature ont déposé leur dossier au greffe du Conseil constitutionnel. Vox Populi qui soutient presque le même chiffre note que la séance, qui retient presque les mêmes chiffres, note que la séance de tirage au sort démarre demain jeudi à 10h pour déterminer l'ordre de passage des candidats. Mamadou Lamine Diallo favorable à un dispositif institutionnel pour décourager les politiciens prédateurs. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, en profite pour rappeler quelques règles au sujet de la couverture médiatique. Pré-campagne du vendredi 5 janvier à 0h au samedi 3 février 2024 à 0h. Du côté
majorité des candidats, on est à l'écoute de cette sage. Donc, les 3 séquences clés qui conditionnent l'examen des dossiers, la décortique pour ces lecteurs, les procédures. Les 7 sages, les juges du Conseil constitutionnel sont désormais donc en scène Nord Sud quotidien et le dernier virage amorcé selon l'info. Bés bi le jour de braquer alors ses projecteurs sur le tirage au sort prévu ce jeudi entre la chance des petits et le risque pour les grands se glisse en jeu de cache-cache. Ce ne sont pas seulement les petits qui redoutent le parrainage citoyen, même si nombre d'entre eux ont un stock sécurisé. Leur problème, note la publication, c'est qu'on ne sait pas ce que peut réserver le dispositif de vérification des parrainages confrontés au fichier électoral. Ce mode aléatoire est d'autant plus une menace que Benno Bokk Yakaar, Taxawu Sénégal, le PDS ou encore l'ex-Pastef, Sonko n'ayant pas obtenu de fiche de parrainage, ne prendra pas le risque. Pour le moment, toutes ces coalitions qui disposent du nombre requis de députés, au moins 13, cachent leur jeu et tout indique qu'ils ne boudront pas leur plaisir en empruntant cette voie parlementaire plus douce que le parrainage citoyen. Justement, Ousmane Sonko, sur ça, informe qu'il a choisi le parrainage par les élus. Les fiches ont été bel et bien déposées accompagnées d'un constat d'huissier. Bassirou Diomaye Faye, lui, a opté pour le parrainage citoyen. Cul de Karim Wade et de Khalifa Sall. Le journal Tribune note qu'ils sont exclus de la présidentielle. Le journal note qu'ils sont exclus de la présidentielle. En réalité, le journal interprète les propos de Mame Mbaye Niang, tendant, selon toujours la publication, à les exclure du jeu électoral. Si des manquements ont été notés sur des amendes, il faudra réunir les composants du dialogue. La commission politique n'a pas traité la partie des amendes. Il faudra statuer sur ce cas. Tels sont les propos de Mame Mbaye Niang sur lesquels le confrère a statué pour en arriver à sa conclusion. Vox Populi informe de son côté que des défections en bonne et due forme ont été constatées. Abdourahmane Sow, capitaine Touré, Fatou Samaké Thiam, tous renoncent. L'agent judiciaire de l'État du Sénégal se pourvoit en cassation dans le cadre de la réintégration d'Ousmane Sonko à la Cour suprême. Le quotidien note qu'il a déposé son recours hier. L'affaire de la pouponnière de Ndella Madior Diouf, l'observateur fait de nouvelles révélations ce matin. La dépouille dont bébé a été gardée dans une bassine de glace. Un médecin de SOS Santé arrêté. L'animateur de Safir FM avoue avoir enterré 2 bébés à Yoff et enfonce davantage Ndella Madior Diouf. Le journal Libération fait d'autres révélations tout aussi effroyables en page intérieure. Et puis sport pour boucler à la une du journal Stade quotidien. Gana Gueye blessé avant la CAN, Everton ne rassure pas. Une blessure qui ne semble pas très prometteuse. Nous en saurons davantage dans les prochains jours. Boulaya, lui, il est quasi forfait pour la CAN 2023. Le Lion a passé à Salernitana un examen médical et on est très pessimiste. Rétrospective 2023, Lamine Camara, Sénégalais de l'année. Bonne lecture à tous. Electronic Corp, partenaire des grandes marques, vous a offert votre revue de presse. À 12h33, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. À la rédaction en chef, Elhaj Ndiogou, chef d'édition Awambaï. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. Maïssa Mbaye au digital, à la production Alioune Ba et Abdou Thiam. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le grand journal en Wolof. Dans un instant, la rétroculture présentée par Anna Rocha. Excellente suite des programmes. Au revoir. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette rétroculture 2023. Au nom du patrimoine et de la préservation de la mémoire de Léopold Sédar Senghor, le Sénégal a acquis le 25 octobre dernier en France 41 objets ayant appartenu au premier président de la République et à son épouse Colette. Tous ces objets étaient destinés à une vente aux enchères. Des stylos plumes en or, des médailles et de prestigieuses décorations ont été achetés par l'État du Sénégal sur demande du président Macky Sall pour un montant de plus de 160 millions de francs CFA. Koumba Sandiane Faye. Des décorations du président Senghor, à des bijoux du président Senghor et de Madame Senghor. La nouvelle a vite fait le tour de la toile. Au total, 200 lots de biens mis aux enchères publiques au musée du quai Branly Jacques Chirac en France. C'était 41 biens du président Senghor et de son épouse qui allaient se trouver au niveau du marché et achetés par n'importe quel individu dont l'usage ne serait hors contrôle du Sénégal. Des lots à vendre, bijoux, décorations militaires, pendatifs, bracelets, montres issus de l'héritage du premier
premier président sénégalais. Mais qui recommande cette vente? Je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est une histoire très longue, très compliquée. Une forfaiture, ainsi le considère héritier politique et intellectuel du président poète qui se sont mobilisés pour alerter. Amadou Lamine Sall, secrétaire général du Mémoire de Gorée, se donne à fond et appelle à la sauvegarde de ce qu'il considère comme un patrimoine de la République. Nous sommes en train d'enquêter pour savoir comment cette chose-là a pu avoir lieu et ce n'est pas la première fois. Quoi qu'il en soit, le cri du cœur de l'homme de lettres n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Le ministre de la Culture et du Patrimoine, dans un communiqué publié le 20 octobre, dit avoir pris connaissance de la vente aux enchères projetée le samedi 21 à Caïnenchère. Instruction est donnée par le président de la République pour récupérer ces biens, témoigne le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. Il m'a donné les instructions nécessaires et les moyens qu'il fallait en relation avec l'ambassade du Sénégal à Paris pour engager toutes les négociations et mettre un terme à la procédure de vente aux enchères de ces biens. À l'insu du Sénégal, un tableau appartenant au président Senghor, un tableau de Pierre Soulages, a été vendu en 11 minutes à 1 milliard de francs CFA. Donc, qu'allaient coûter les 41 biens du président Senghor? Mais le président a mis en avant à la fois la diplomatie, toutes les stratégies nécessaires pour enfin récupérer tous ces biens-là, après les avoir préservés de la vente aux enchères. Le coût, c'était 160 millions de francs CFA. Et on l'a acquis à 244 000 euros. Et le véhicule qu'utilisait le président Senghor était également dans le processus de vente aux enchères. Le président avait stoppé net et acquis ce bien-là pour le Sénégal. Le Sénégal décide ainsi de préserver la mémoire et le patrimoine de son ex-président. Un grand soulagement pour les disciples du président poète. Je l'apprécie avec beaucoup d'émotion. Nous pensons que l'État a fait ce qu'il fallait faire et nous espérons et que ces objets-là vont revenir au Sénégal. Maintenant, nous faisons le suivi. On verra ce qui va se passer. Le président de la République a réaffirmé son attachement profond au patrimoine national. Ainsi, il demande au ministre de la Culture et à l'ambassadeur du Sénégal à Paris de former une délégation pour le représenter à cette exposition du 20 au 23 octobre. Une opération qui n'est pas la première sur le patrimoine. A rappelé qu'une telle décision avait été prise quand le véhicule du président poète était sur le point d'être mis aux enchères, toujours en France. En 2021 aussi, un tableau vendu à près de 1 500 000 euros appartenant au président Senghor avait fait flamber les enchères. Signalons également que le président Léopold Sédar Senghor avait comme seule héritière son épouse qui, à sa mort en 2018, n'ayant pas laissé de descendants, avait offert à la commune de Versonne ce patrimoine, mais avec des conditions. Un autre patrimoine sénégalais, Gorée. Depuis 1975, le mémorial de Gorée est en stade de projet. 4 décennies pour construire un monument sur la corniche de Dakar. Le chantier sera finalement lancé en janvier prochain, annonce son commissaire général, le poète Amadou Lamine Sall, après une réunion au palais présidentiel. Mais surtout, après les confidences du président Macky Sall à nos confrères de Jeune Afrique. Je le cite, « Ma frustration est de partir sans réaliser le mémorial de Gorée ». Fin de citation. Nous venons juste de quitter le président de la République. Le président Macky Sall a présidé ce matin une réunion très importante justement sur le projet du mémorial de Gorée. Et à cette réunion, il y avait un grand nombre de membres du gouvernement et le président nous a dit que le projet du mémorial de Gorée était son projet et qu'il regrettait beaucoup de ne pas l'avoir réalisé à temps et qu'il allait tout faire pour que ce projet soit lancé pendant qu'il était encore là. Et il le fera très bientôt, dans quelques semaines. Inch'Allah, il va lancer le projet du mémorial de Gorée. Qu'est-ce qui a retardé, selon vous, le démarrage du chantier? Mais des difficultés de site sur la corniche, des difficultés également de financement, des difficultés à définition d'études géologiques, d'études environnementales, mais au moment où je vous parle, l'ensemble des problèmes ont été résolus. À Ouagadougou cette année, les cinéphiles se sont retrouvés pour la 28e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Sénégal et ses cinéastes étaient au rendez-vous, mais la moisson était loin d'être bonne. Pour 2023, le Sénégal se contente de prix spéciaux. Fama John était notre envoyé spécial. Avec le Mali comme pays invité d'honneur, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a vécu. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Palais des Sports de Ouagadougou avec l'artiste malien Sidiki Diabaté qui a enflammé la salle. Et comme
comme à chaque édition, le cinéma sénégalais était largement représenté dans cette grand-messe du 7e art. Au total, une dizaine de productions sénégalaises ont été retenues dans la sélection officielle du FESPACO 2023 qui portait sur le thème « Le cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Dans la compétition fiction long métrage, Khalé, les blessures de l'enfance de Moussa Sen Absa était en compétition pour les talons d'or de Yenenga. In fine, la moisson n'a pas été bonne. Notre pays n'a obtenu aucun prix en compétition officielle. Le Sénégal se contentera de prix spéciaux. En effet, le prix UEMOA du meilleur film fiction a été attribué au film Khalé, une maigre consolation. Mais le ministre de la Culture minimise Alioune Sow. Non, je ne peux pas voir les choses de la même manière. Il y a comme deux manières de présenter les résultats. Il y a d'abord la cérémonie pour les prix spéciaux et la cérémonie pour les étalons. Le Sénégal a remporté 4 prix spéciaux de valeur très consistante avec 3 mentions spéciales. Et n'oublions pas que moi-même j'en parlais. Vous venez, par exemple, Moussa Sen Absa qui remporte un prix spécial de 8 millions de francs CFA. Et vous venez à la cérémonie où on donne les étalons, où les prix, c'est 1 million, par exemple. Et donc, sur ce plan-là, le Sénégal quand même a remporté d'importants prix. Le FESPACO 2023, coïncidant avec le centenaire de Sembène Ousmane, une série d'activités à célébrer le cinéaste sénégalais qui a participé à toutes les éditions du festival depuis la naissance de la Semaine du cinéma africain en 1969, mais n'a jamais voulu prendre part à la compétition, préférant laisser la place à d'autres cinéastes. En effet, un buste de Sembène trône désormais à l'entrée du bâtiment central du siège du FESPACO. Son fils, Alain Sembène, ne cache pas son émotion. Je suis vraiment impressionné par cet hommage. Déjà, le premier hommage, j'étais impressionné. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai remercié les Burkinabés et ils m'ont dit, mais on n'a pas fait assez. Je dis, mais vous avez fait déjà beaucoup. Le FESPACO 2023 a tenu toutes ses promesses. À noter que les pays du Maghreb ont fait une razzia en remportant la majeure partie des prix. Non mais mettons-nous bien ça dans la tête. Moi, l'Europe n'est pas mon centre. L'Europe est une périphérie de l'Afrique. Depuis plusieurs mois, de nombreuses initiatives sont entreprises pour célébrer le centenaire de Sembène Ousmane. De Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès, les acteurs culturels ont tenu à rendre hommage aux pionniers du cinéma sénégalais. Trop peu pour l'historien Ibrahima Thioub. Sembène mérite un hommage mondial. La figure de Ousmane Sembène ne peut pas se limiter au privé. Sembène fait partie de notre patrimoine. Oui. Et quand je dis notre patrimoine, je ne me réfère pas au Sénégal. Je dis c'est un patrimoine africain. Donc c'est à la limite l'Union africaine qui devrait le prendre en charge, cette célébration à l'échelle du continent. Mais le Sénégal aurait dû être l'introducteur, à moins que ce ne soit le Burkina Faso. Et je pense que le Sénégal doit se rattraper très sérieusement. Sembène peut être le parrain d'une grande école. Ça aurait été bien peut-être aussi de renouer, disons, 2 villes au moins du Sénégal avec le cinéma, construire 2 cinémas à Dakar et à Ziguinchor. Ça serait un hommage sérieux et vibrant que le Sénégal pourrait rendre à son fils, je vais dire comme il disait lui-même, Sembène Ousmane. Le professeur Ibrahima Thioub est l'invité de la Rétro Culture 2023. Interview à suivre dans nos éditions de 21h et 22h. En attendant, direction Kaffrine qui a accueilli du 21 au 28 janvier le Festival national des arts et cultures, le FESNAC. Ziguinchor, Saint-Louis, Louga, Diourbel et Dakar ont été primés. Désormais, 50 millions seront décaissés pour renforcer les initiatives culturelles locales. Abdoulaye Seydi Sow, le maire de Kaffrine. Vous avez montré à travers cet exemple, en recevant ici à Kaffrine, capitale du Ndoukoumane, les populations de Tambacounda, de Kédougou, de Kolda, de Sédhiou, de Ziguinchor, de Thiès, de Diourbel, de Fatick, de Kaolack, de Louga, de Matam, de Saint-Louis et de Dakar, dans une communion parfaite, que nous sommes une nation forte, parce que durant 8 jours, nous avons appris des autres régions. Et tout cela, dans une convergence culturelle unique, nous avons montré que le Sénégal est une grande nation. Entre fin juillet et début août, 21 artistes ont défendu les couleurs du Sénégal dans 9 disciplines aux Jeux de la francophonie de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le Sénégal décroche 2 médailles d'argent en peinture et en danse hip-hop. Aujourd'hui, je ressens vraiment une très grande fierté de remporter cette 2e place de la compétition des 9e Jeux de la francophonie.
Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un nouveau point de départ pour moi et pour voir aussi comment encore rendre heureux le monde culturel au Sénégal. Même s'il peut mieux faire, ce n'est pas mal de l'avis de Khoudia Diagne, la directrice des arts qui a conduit la délégation du Sénégal à Kinshasa. Oui, Anna, dans ce genre de compétition qui est quand même internationale, ce n'est pas mal comme moisson. Et si on revisite aussi l'histoire des Jeux de la francophonie, avec cette participation-là, on se retrouve avec 4 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Donc c'est pour vous dire que depuis que le Sénégal a commencé à participer, on a eu en tout 5 médailles. Et cette année, nous en avons eu 2 en argent, donc ce n'est pas mal. Mais nous avions espéré quand même plus. Et d'autant que nous avons suivi avec intérêt toutes les disciplines. Et c'est difficile pour nous aujourd'hui de jeter un regard, de faire des critiques objectif parce que nous venons d'un pays, mais il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans les jurys. L'événement mode à Dakar a eu lieu il y a à peine 3 semaines, les 40 ans de carrière de la reine du pain tissé, Collé Sowardo. Le temps d'un défilé grandiose, Dakar était la capitale de la mode sénégalaise, nous dit Khoudia. La créatrice de mode sénégalaise, Collé Sowardo, a fêté ses 40 ans de carrière, mais il lui reste toujours du chemin à parcourir selon elle. Il me reste beaucoup de choses dans la mode. J'aurais voulu faire de prêt-à-porter que je pourrais vendre à l'étranger. La première fois que j'ai participé à l'AGOA aux États-Unis, on m'a fait une commande de 1000 modèles par jour. L'AGOA est au marché sans taxe. Il nous reste beaucoup à faire, notamment la mise sur place des écoles de formation, des métiers de la mode et aussi des écoles dans les daras. Axel Joël Abiba a été son directeur artistique pendant 20 ans. Le Sénégalo-Gabonais magnifie l'unité africaine visible dans cette célébration des 4 décennies de la maison de couture Collé Sowardo. Un prestige parce qu'on apprend beaucoup avec une grande dame, on apprend beaucoup avec une grande créatrice africaine et je suis fier de sortir d'elle et d'autres créateurs africains. On a eu toute l'Afrique réunie et l'Afrique ensemble pour une cause noble de la mode, des créations et de la beauté. Les valeurs vestimentaires africaines sont bien représentées selon Pépita Di. Elle est créatrice de mode d'origine béninoise. Au-delà de la mode, c'est un événement culturel qui parle de l'Afrique, des valeurs vestimentaires africaines. Je dis un grand bravo à Collé Sowardo.